On enchaîne avec notre troisième invité. Il s'agit de Madame Fatou Baldé Yansane. Elle est la directrice exécutive de la COFEL, la coalition des femmes leaders de Guinée. Bonjour et bienvenue, Madame Yansane. Bonjour et bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tous les auditeurs de FIM FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle du 8 mars. C'est l'occasion de faire le bilan sur les progrès qui ont été accomplis. Vous faites partie de ces acteurs, de ces actrices qui se sont impliquées pour réclamer les droits des femmes, pour dénoncer les violences qui sont faites aux femmes durant toutes ces années. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui derrière, vous vous dites qu'on a franchi des étapes importantes? Certes qu'on a franchi des étapes essentielles, mais vous savez, les droits ne sont pas des acquis immuables. À chaque fois que la situation sociopolitique se complique dans tous les pays du monde, les premières victimes de violation des droits restent les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Donc c'est un combat permanent, c'est une lutte permanente jusqu'à ce qu'on puisse atteindre un niveau où le ratio va être inversé. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit que 80% des femmes ont été à un moment donné victimes de violences, il faudrait que dans la décennie prochaine, on arrive peut-être à 20%, à 30%. Et que la lutte continue jusqu'à ce que le ratio soit nettement dans le sens inverse. Est-ce que ce n'est pas une lutte dans laquelle on devrait aussi impliquer plus les hommes, faire en sorte qu'ils soient des acteurs? Mais on ne peut pas parler des droits des femmes sans impliquer les hommes. C'est que ceux qui estiment que les femmes constituent un groupe particulier qui peut aller tout seul à défendre ses droits, non. Vous savez, ça commence à la maison. Toutes les femmes que vous voyez épanouies, à moins qu'elles aient subi une telle... Il y a des exceptions où, parce qu'elle a tellement subi, elle a tellement été violentée, elle a tellement eu de brimades, elle se constitue comme défenseur des femmes. Sinon, la plupart des femmes que vous voyez épanouies, c'est l'œuvre d'abord de leur papa. Ensuite, leur mari. Lorsque vous mettez des enfants au monde, il faut les élever au même pied d'égalité. Il y a pas de, c'est que dès que vous élevez une fille comme un être humain normal, elle va devenir une personne normale, un acteur de développement, une citoyenne consciente d'un rôle qu'elle a à jouer dans la société. Mais si le papa, le frère, commence d'abord à faire comprendre à la petite fille à bas âge qu'elle n'est pas égale à son frère, ou que l'autre a plus de droits, elle va grandir ou que toutes les cette tâches ménagères même doivent lui elle va revenir grandir avec cette perception, et lorsqu'elle va quitter la maison, c'est tous les hommes qu'elle va voir comme étant des êtres supérieurs à elle. Mais si vous l'élevez de manière à ce qu'elle se construise une personnalité et une assurance en elle avec l'estime de soi, mais elle est capable d'affronter n'importe quel individu, homme ou femme, qu'elle va rencontrer dans sa vie et qui va essayer de brimer ses droits. Donc tout commence d'abord par l'éducation. Ensuite, les hommes ayant pris le dessus en termes de pouvoir, en termes de force, il faut forcément les associer pour pouvoir rendre les lois beaucoup plus rigides, rendre l'application de la loi encore contraignante pour protéger les couches vulnérables. Et quand on dit couches vulnérables, ce sont les femmes, ce sont les enfants, ce sont les personnes vivant avec un handicap. D'accord, allez-y, Adji. Oui, justement, dans cette situation actuelle, vous avez parlé d'éducation tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait prendre des initiatives depuis l'école primaire pour pouvoir faire en sorte que les jeunes filles et les femmes soient au courant de leurs droits? Oui, je pense que c'est quelque chose... Quand il y a des cours, par exemple, d'éducation civique et morale qui sont introduits dans les écoles au niveau du primaire, mais il faudrait que forcément il y ait des séances de sensibilisation, d'information et d'éducation. C'est là où la presse a un rôle important à jouer. Vous, en tant que femme de médias, vous êtes forcément un canal par lequel on peut vulgariser ses droits.
à travers, d'abord, impliquez-vous en tant que femme de médias, mais surtout, impliquez-vous dans le mouvement associatif pour pouvoir vulgariser les droits et sensibiliser les filles. Être sur l'espace public. Être sur l'espace public. Donc, c'est un combat transversal. En 2015, la journée avait été célébrée sous le signe l'accès des femmes à l'espace médiatique. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des potentialités, mais qui sont méconnues du public, qui évitent la presse ou que la presse évite. Donc, qui évite la presse surtout. Qui évite la presse ou que la presse évite. Qui évite la presse. Et c'est pour cela qu'après après ce thème, au niveau de notre organisation, on a fait des efforts pour accompagner cette initiative des Nations Unies, organiser des séances pour la prise de parole en public. Quel que soit le background que vous avez, quelles que soient les connaissances que vous avez, si vous n'avez pas la possibilité d'extérioriser, vous allez garder pour vous-même, ça ne sera profitable à personne. Donc, il faut permettre à ces femmes qui ont des potentialités, mais qui ne savent pas passer leurs connaissances à travers les médias, à travers tout ce qu'il y a comme canaux de communication, il fallait leur apprendre à parler en public. Ça, on l'a fait et on continue de le faire. Et pour les jeunes filles? Oui. Et les jeunes filles? Mais justement, c'est au niveau des jeunes filles. Vous savez, il est plus... Personnellement, au niveau de la coalition des femmes leaders, nous sommes beaucoup plus appesantis sur les jeunes filles. Parce qu'on estime qu'une épine fraîche est plus facile à malayer qu'une épine déjà sèche, que lorsque vous essayez de la mettre sur une ligne droite, elle va se casser. Alors, on investit sur les jeunes filles. C'est ce que vous voyez aujourd'hui comme résultat. Notre club junior, le club des jeunes filles, sont devenus de grandes et elles continuent, c'est la pépinière. Et elles continuent de recruter. Le recrutement se fait à partir de 8 ans. Et quand une jeune fille est dans le club, elle a une obligation de restituer ce qu'elle apprend et ce qu'elle sait à l'école, dans les espaces dans l'espace public. Ça nous permet donc de faire un effet tache d'huile pour permettre à beaucoup de filles de profiter de notre expertise. Parlons de la place des femmes dans les instances de prise de décision. Oui, bien sûr, nous voyons quand même que ces 30% concédés par nos lois par rapport à la représentativité des femmes, mais jusque-là, cela n'est pas du tout encore effectif. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour justement amener les gouvernants à respecter cet engagement qui est consenti dans nos lois? Premièrement, les 30% ont été rejetés par la Cour constitutionnelle parce que c'est contraire à la Constitution. La Constitution est bien claire. Tous les citoyens ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Et derrière, on est allé fabriquer une loi électorale dans laquelle on dit qu'il faut mettre 30% des femmes sur les listes qui doivent compétir. À l'époque, la Cour suprême a jugé anticonstitutionnelle cette disposition et l'a rejetée. Donc, à l'heure où nous parlons, les femmes et les hommes, la parité, puisque nous avons ratifié le protocole de Maputo, nous avons ratifié toutes les résolutions liées à l'équité, à l'égalité et au respect des droits des femmes, on devait aller à 50-50. Oui, Maintenant, le problème qui se pose, on peut poser, si la loi le concède, mais c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place pour arriver à cette parité. Regardez le Sénégal. Ils ont voté la loi sur la parité il y a une décennie. Ils ne sont pas encore parvenus, mais il y a un observatoire qui est directement rattaché à la présidence de la République, qui décortique toutes les listes d'abord électives, les listes de candidatures, qui décortiquent tous les décrets pour s'assurer qu'on est proche de la parité. Il y a même eu des cas, par exemple dans une province au Sénégal, où après l'élection de la liste de la commune, au moment de l'élection du maire,
La parité n'a pas été respectée et c'est un homme qui a attaqué cette décision, les résultats de cette élection à la Cour constitutionnelle. Ils ont invalidé l'élection. Un homme qui s'est plaint qu'il n'y a pas eu de parité, ils ont invalidé la liste et ils ont repris l'élection. C'est vrai qu'en Guinée aussi, au moment de la mise en place, par exemple, du CNT, il y a eu des voix qui se sont élevées, notamment celle de Asma Bari, qui est journaliste et qui est également conseillère au CNT, pour réclamer le respect, ne serait-ce que des 30%. Est-ce qu'on devrait faire plus aujourd'hui, comme mettre une organisation en place, comme c'est le cas au Sénégal? Mais absolument, puisqu'on est dans un contexte de refondation, on devrait pouvoir refonder aussi ces lois qui régissent le respect des droits des femmes et qui aussi régissent comment on appelle, l'application de nos textes de loi. On ne peut pas voter une loi, on ne peut pas ratifier, on n'a pas attaché les parlementaires à l'époque pour ratifier toutes les conventions liées à l'équité, au respect du genre, à la protection des couches vulnérables. Ce n'était pas une obligation, c'est un choix politique que la République de Guinée a eu à faire. En faisant ce choix, un État qui se respecte se doit de respecter les conventions qu'on ratifie. Ça y va de la crédibilité du pays. Sur la même lancée, madame, on va parler de votre cas personnel, excusez-moi. C'est déjà un honneur de vous avoir ici. Moi maintenant, récemment, vous avez été limogé du gouvernement, malgré que là maintenant nous sommes en train de dénoncer par exemple le faible taux de représentativité des femmes au sein de ce gouvernement. Et vous avez tenu une conférence de presse où on vous a senti frustré. Après, on vous a limogé suite à cela parce que vous avez eu des bisbilles avec un ministre, ou d'ailleurs déjà le ministre Ousmane Gawal Diallo. Est-ce que vous avez été marginalisé? Est-ce que vous avez été bafoué dans vos droits, madame? Non. Est-ce que vous vous êtes senti insulté en tant que femme? Non, écoutez-moi très bien. Allez-y. Si je m'étais tue avec ce qui s'est passé, c'était de boucler toutes les femmes de Guinée victimes de ce qui s'est passé. Mais beaucoup de femmes ne parlent pas. On va la laisser continuer. La personne a menti. Elle a menti sur moi. Ce qu'elle disait n'était pas vrai. En me taisant, c'était où? Alors j'ai été promis, justement c'est le problème des femmes, j'ai été promis peut-être parce que je n'avais pas de compétences, on m'a pistonné, ce qui est non. Aujourd'hui vous me mettrez sur la balance académique, je vaux plus que cette personne qui m'a attaqué. Académiquement je suis mieux formé qu'elle, je peux le dire et le prouver. Deuxième chose, je n'allais pas me taire parce que c'était pas vrai. Troisième chose, je devais moi sacrifier un poste qui n'était pas forcément, ou à laquelle ma vie n'était pas liée, pour sauver d'autres femmes, montrer le chemin aux femmes que quand vous êtes victime de violation de vos droits ou quand vous êtes touché dans votre honneur et dans votre amour-propre, si vous vous taisez, c'est de donner l'opportunité qu'on s'abatte sur vous et qu'on vous anéantisse. Mon père n'a pas investi pour rien pour que j'aille étudier afin que je vienne et me faire me faire pistonner pour des petites choses. Aucun regret donc avec... Aucun regret, c'est quelque chose que j'ai assumé. Écoutez, pour que j'appelle une conférence de presse pour dire que ce qui a été dit n'est pas vrai, je mesurais très bien la portée de ce qui allait se faire. Et je l'ai assumé. Certains ont cru que c'était sur un coup de tête. Non, je l'ai assumé, mûri et surtout soutenu par toute ma famille parce que je suis issu d'une famille où, même si on n'est pas hyper riche, mais nous avons de l'honneur et de la dignité. Et cette dignité-là, il ne faut pas la marchander. Tout dernièrement, il y a une femme qui a été victime de harcèlement dans son travail. Elle m'a consulté, je lui ai dit, elle était passée par tous les moyens pour se départir. Ça ne marchait pas. J'ai dit, la seule manière, c'est de ne plus te taire. Il faut aller dans la presse, dénoncer la personne. Advienne que pourra. Elle a osé, elle a parlé. Et ce qui devait arriver est arrivé. Le monsieur qui l'a harcelé a été limogé. Et aujourd'hui, au moins, elle a au moins résisté et elle a sauvé son honneur. Vous savez, les femmes sont très fragiles. Très fragiles. La fragilité, c'est quoi? C'est qu'un homme qui est en train de courir derrière les jeunes filles tous les jours, on va trouver que c'est un Don Juan, c'est un Kamrimba. Mais une femme, dès que tu es aujourd'hui avec telle, excusez-moi du terme, vous êtes qualifiée très facilement de femme légère. Et quand ça vous monte comme réputation d'être une femme légère, vous ne pourrez plus jamais vous en départir. Et même vos futurs, vos enfants, quand il s'agira de les épouser, on dira c'est une fille issue d'une femme légère. Donc c'est ce que les femmes doivent défendre.
Quand vous décidez de défendre vos droits, il faut être sûr de votre moralité et de ce qu'il y a derrière vous, que vous ne traînez pas de casserole et que les hommes ne peuvent pas venir vous mettre sur la tête. C'était mon ancienne, c'était ceci. C'est très important et c'est très, très, très important. En voulant être l'égal de l'homme, il faut avoir le pagne bien attaché pour qu'un homme ne vienne pas vous déculotter. Est-ce qu'on peut être l'égal de l'homme, Madame Yassane? En termes de traitement de droit, oui. Si j'ai les mêmes compétences qu'un homme, qu'on me paye au même prix. Si j'ai les mêmes compétences qu'un homme, qu'on me mette à la poste de responsabilité. Non, écoutez, il y a ce qu'on appelle l'égalité de chance et l'équité du genre. C'est comme ça que c'est conçu. L'égalité de chance, c'est de donner les mêmes chances aux filles et aux garçons d'avancer. C'est de donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes, par exemple au niveau de films ici, de vous donner les mêmes chances qu'un Lincoln Souma, qu'un Abouakar Diallo, de faire carrière parce que vous êtes des journalistes. L'équité du genre, c'est de dire que mettez les femmes à des postes de responsabilité pour qu'il y ait la balance, parce que sinon vous êtes toutes ici des journalistes très compétentes, mais si on vous met de côté et qu'on mette que des hommes, c'est des compétences perdues aussi. Et c'est ce qui se passe dans les médias aussi. Mais après, par rapport à cette égalité de chance, nous voyons que beaucoup de femmes ne s'assument pas de ce point de vue. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui stimuler de la part de ces femmes pour justement les amener à croire en elles-mêmes, puisque le gros problème, c'est là. Oui, c'est de dire à celles qui ont déjà franchi cette étape, qui croient en elles et qui progressent, de coacher ces autres femmes pour leur apprendre à se prendre en charge. Mais plus loin, c'est d'investir sur la nouvelle génération, la génération montante, pour en faire de vraies femmes leaders. Je vais vous dire, quand j'ai commencé à coacher mes filles au niveau du club des jeunes filles, c'est que tous les jours, elles n'avaient que 13 ans. Je leur disais que si j'apprends que vous avez un amant, un copain, non seulement je vais aller vous emprisonner, mais lui aussi je vais le mettre en prison parce que vous êtes des mineurs. Je l'interdis. Elles ont grandi comme ça et elles sont devenues des femmes très indépendantes. Des femmes accomplies. Et aujourd'hui, elles ont commencé à se marier. Mais même si elles se marient jeunes, 21, 22 ans, elles sont déjà suffisamment mûres dans la tête. On a d'ailleurs Adja qui vient d'avoir son premier bébé. Oui, Adja vient, j'ai été sa marraine et Adja s'est mariée avec tous les honneurs qu'une jeune fille peut apporter à sa famille. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et vendredi, Kadiatou Konaté va se marier. Les autres vont suivre. Je suis derrière, je les suis et tout. Je me dis que c'est un travail que j'ai accompli et ce travail, quelque part, j'en suis fière. Mais si les femmes pensent qu'il faut d'abord inventer des choses irréelles, vous mettre sur la tête. Ensuite, il faut accepter tout ce que vous subissez sans réagir. Vous détruisez votre personnalité, vous détruisez votre crédibilité et vous finissez complètement en marge de... C'est ce qui même va amener à vous marginaliser. Mais nous voyons quand même, nous voyons des filles qui ont quand même poussé des études, après, qui ne sont pas du tout beaucoup plus fixées sur des projets qui entrent dans leur propre développement personnel, parce que sur les réseaux sociaux, nous voyons des jeunes filles de 18 ans, 17 ans qui sont versées dans les anniversaires mondiaux. Vous les voyez faire des fêtes en des parties, en des séquences, alors qu'en réalité, elles n'ont pas d'activité leur permettant de justement s'offrir des luxes pareils. Aujourd'hui, je pense que c'est vrai qu'il y a des exemples qui sont donnés, mais ces filles, ces autres filles que je catégorise, ont quand même du mal à se servir des exemples, des bons exemples qui existent, comme vous l'aviez cité. Comment on peut aujourd'hui amener celles-ci à finalement se départir de la vie qu'elles sont en train de mener et leur faire comprendre que ça ne peut pas leur offrir cette chance de pouvoir participer au développement et de pouvoir être à un poste de responsabilité comme on le réclame? Moi, je vais vous dire, j'accuse leur maman. Point à la ligne. Pour celles qui ont des mamans? Pour celles qui ont des mamans, je suppose qu'on a toujours une maman. Écoutez, quand je vous regarde ici toutes, j'ai de l'admiration pour vous. Chacune est telle qu'elle Dieu l'a créée et vous êtes toutes naturelles. C'est déjà signe que vous êtes bien élevées. Elle est noire comme de l'ébène, elle est fière d'exhiber ses bras et tout, elle a sa peau propre, nette, elle la même chose.
Vous, vous êtes clair parce que Dieu vous a créé comme ça, mais elle n'a pas eu envie de vous ressembler pour aller se dépigmenter. Non, se détruire la peau. L'autre est clair, ainsi de suite. Ça commence très à la maison. Lorsque tu permets à ton enfant de mener une vie qui ne reflète pas tes moyens, tu ouvres la porte pour qu'elle se lance dans la débauche pour subvenir, pour régler ce qu'elle veut régler qui ne reflète pas les moyens qu'elle a ou les moyens de ses parents. Ça, c'est une évidence. Lorsqu'on a des objectifs à atteindre, il faut se mettre dans cette position. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas le temps de faire pousser mes ongles ou de poser des faux ongles. Parce que dès que le truc c'est vilain, il faut nettoyer tout. Je n'ai pas le temps. Me maquiller là, c'est parce que je venais au studio. Sinon, vous qui avez l'habitude de me voir tous les jours, non. C'est que j'ai des objectifs à atteindre et je me bats pour les atteindre. Et je me dis, quand je regarde mon parcours, ma mère, elle a été mon coach, paix à son âme. Elle a été mon miroir. Elle m'a appris même comment m'asseoir, comment prendre la parole en public. Elle m'a construite brique par brique et elle m'a imprimé ses traits de caractère. Et puisque, au point c'est mon idole, c'est que tout ce que je vois ma mère faire, je le fais. Donc, je me dis que chaque maman doit déteindre sur son enfant. Ma maman me disait un jour qu'entre 13 et 21 ans, il faut retirer à la fille tous ses droits. Il faut lui retirer tous ses droits pour la forger, parce que c'est l'adolescence et c'est à ce moment-là que toujours les filles perdent le filon. Donc, vous avez interviewé une fois ma fille ici, elle a dit que c'est papa qui calme la colère de maman, parce que quand elle m'entend, elle sursaute et sait, il y a une voie à suivre. Et non, même quand elle part en vacances, elle a une feuille de route. Et c'est cette feuille de route-là qu'elle utilise pour se comporter avec les gens. Et je ne badine pas là-dessus. On va donc poursuivre dans un instant, peut-être pour votre mot de la fin. Mais pour l'heure, on va retourner sur le terrain pour entendre une autre invitée. Très rapidement, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut ajouter, Madame Fatou Baldé? Premièrement, je vous dis, quand une personne est appelée à assumer des fonctions administratives, quel que soit le niveau, ce n'est pas un poste à vie. Alors, c'est normal, c'est que si ceux qui étaient là n'avaient pas quitté, d'autres n'allaient pas venir. C'est clair. Voilà. Et donc, je pense, si vous voyez même les ambassadeurs, est-ce que vous suivez un peu la rotation des ambassadeurs? Ça bouge. Un ambassadeur ne reste jamais. Non, attendez. Un ambassadeur. Non. Jana, on va la laisser conclure. Écoutez d'abord, je vous explique. Un ambassadeur ne séjourne jamais dans un pays plus de 3 ans. C'est-à-dire que le fait de sédentariser les cadres, les hauts cadres à un poste, ça devient sa propriété privée. Et Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Il y a une vie après l'administration publique. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. Allez-y. Une seconde. Je l'ai entendu tout à l'heure, là, quand on disait les femmes analphabètes en politique, elle a dit oui, elles ne font que la mamaya. Non, elles ne font pas de la mamaya. D'abord, premièrement, si vous connaissez la signification de la mamaya, c'est la plus belle culture qu'on possède dans ce pays-là. La plus belle culture. Moi que vous voyez, je suis membre d'un serré et je danse mamaya, je fais mamaya et ça me plaît. Parce que c'est l'ordre, c'est la discipline, c'est vraiment la cohésion. C'est le seul truc où tout le monde se retrouve, on est au même pied d'égalité. C'est sur cette note que nous réformons donc. Non, vous êtes invité même avec la passation de charge des 2 serrés, le 12 au monument du Palais. C'est sur cette note que nous refermons cette émission. À venir, notre édition spéciale aux alentours de 14h, nous ferons le point sur la fête du 8 mars, notamment du côté de Zérekoré où se trouve le président de la transition. Merci à tous, à l'équipe technique et à toutes nos chroniqueuses. Mirador revient demain si tout va bien.